Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une conférence de Bernard Sèvres que j'ai écoutée sur son récent livre Les matériaux de l'art. Bernard Sèvres part d'un étonnement qu'il dit philosophique aussi bien qu'esthétique, celui du constat de la pluralité des arts, de leur disparité et de leur diversité. Pour mieux mettre cela en lumière, il compare deux arts que tout oppose, la poésie et le cinéma. Ils se différencient d'abord au niveau de leurs outils techniques. Le poète peut composer dans sa tête, il n'a pratiquement besoin de rien. Ensuite, la poésie ne coûte presque rien, n'a pas le même public que celui du cinéma, il est souvent plus restreint, l'autre plus populaire. Les collaborations sont quasi inexistantes en poésie alors qu'elles sont extraordinairement nombreuses au cinéma. Les modalités de diffusion ne sont pas les mêmes et l'utilisation politique serait beaucoup plus développée au cinéma. Pourtant, les deux sont des arts, et chacun pourrait même prétendre à être un paradigme central, voire à exprimer l'essence de l'art. On peut soutenir que tout art est poétique. D'ailleurs, le premier art conceptuellement pensé par un philosophe fut la poésie. Des formes de pensée comme l'idéalisme allemand ont pu chercher dans la poésie quelque chose comme l'essence de l'art. A l'inverse, le cinéma pourrait être considéré comme l'art par excellence, car à partir du moment où il existe, il a des effets rétroactifs sur notre perception des autres arts. Il permet par exemple de saisir la part de montage qu'il peut y avoir dans l'architecture, nous faire voir autrement la peinture, comme un arrêt sur image. Finalement donc, ces deux arts extrêmes entretiennent des liens. Selon Bernard Sèvres, on aurait donc pu tenter de trouver une nouvelle définition de l'art avec l'apparition de nouveaux arts, mais selon lui, il est inutile de chercher à le définir, pour la raison que cette recherche serait fondée sur un présupposé erroné, celui qu'il y aurait d'un côté l'art et de l'autre le non-art, ce que défend Collingwood par exemple. Or, pour lui, l'art n'a pas besoin de lignes de démarcation, contrairement à la science. Ce serait une erreur de penser les pratiques artistiques comme étant discontinues avec les autres pratiques humaines, ce que défend Dewey dans L'art comme expérience. Mais c'est Howard Baker que cite Bernard Sèvres dans Les mondes de l'art, page 166 de la traduction française. Il apparaît réaliste d'appréhender l'artistique selon une variable continue et d'échelonner les objets plutôt que d'en se tenir à la dichotomie de l'art et du non-art. On pourrait opposer Collingwood à cette vision de l'art, qui le distingue de l'artisanat, de la représentation, de la magie et du divertissement, et le définit par l'expression et l'imagination. Il y a en effet une continuité entre ces activités, mais elles ne sont malgré tout pas de même nature. Étienne Gilson, lui, dans son introduction aux arts du beau, affirme que toute œuvre d'art est un complexe impur. Bernard Sèvres émet des réserves à l'utilisation de ce terme, dans lequel il faut distinguer ce qui n'est que support matériel ou remplissage et ce qui est art véritable. Gilson dit qu'il faut donc isoler la pépite d'art pur de la gangue où elle est prise. Il est antimatérialiste, mais, ajoute-t-il, cette pépite n'existerait pas sans cette gangue et l'œuvre d'art a besoin de ces impuretés pour être. La matérialité serait donc l'organe-obstacle, en quelque sorte, de l'œuvre d'art. Selon Bernard Sèvres, cette thèse est moins forte car Gilson maintient la discontinuité entre art et non-art, mais il fait au moins passer la frontière au sein de chaque œuvre et pas entre classes d'objets. Il s'agit d'une position intermédiaire entre la position classique qui distingue œuvres et non-œuvres et celle de Baker. Toute œuvre d'art est en effet un mixte, selon Bernard Sèvres, mais alors on peut aussi penser que toute production humaine considérée comme non artistique est aussi un mixte, car toute production humaine pourrait comporter une part d'artisticité. Quand l'industrie fabrique des cartons pour ranger les objets dans des supermarchés, par exemple, c'est purement utilitaire, mais des éléments d'artisticité n'en sont pas exclus, sans qu'il ne s'agisse que de beauté fonctionnelle. Il peut y avoir un « en plus », dit Bernard Sèvres, dans ces objets en principe exclusivement techniques et utilitaires. Mais disant cela, ne suppose-t-il pas, comme beaucoup, que l'art ne doit pas être utilitaire, et n'est-ce pas au moins le début d'une définition de l'art, même si ce n'est qu'un élément définitionnel négatif? Positivement, l'art serait ce plus, et si vague que soit ce terme, il faut bien lui attacher certaines idées pour le prononcer avec derrière un sens en tête. Bernard Sèvres propose les termes de coefficient d'artisticité. Il y aurait plus d'artisticité dans une fugue de Bach que dans une chansonnette, sans que cela soit de sa part un jugement de valeur, précise-t-il. L'artisticité, n'est-ce pas finalement la technique, en ce cas? Il y a en effet davantage d'élaboration savante dans une fugue de Bach que dans une chansonnette, sans que cette dernière ne sorte de la catégorie art. Bernard Sèvres donne comme second exemple celui des joueurs de tennis, disant qu'il y en a de plus grands que d'autres. N'y a-t-il donc pas une hiérarchie de valeurs malgré tout? Il le reconnaît lui-même, dans artisticité, il y a art, en effet. Et cela présuppose bien une certaine conception de l'art. C'est la définition minimale de ce qu'on a en tête quand on parle d'art, une pseudo-définition qui contient beaucoup de concepts qui peuvent prêter à discussion, raison pour laquelle Bernard Sèvres finit par dire qu'il ne tient pas plus que cela à ce terme. Relève de l'art, selon lui, toute pratique humaine effectuant des opérations sur des matériaux matériels ou immatériels, n'est-ce pas là une définition, est plus aboutie et positive que la précédente? Il faut que les œuvres produites puissent susciter chez leurs récepteurs des émotions spécifiques, poétiques et non esthétiques. Matériaux matériels et immatériels, plasticité et résistance. Bernard Sèvres cite Thomas Munro, esthéticien américain du XXe siècle, dans Les arts et leurs relations mutuelles.
L'importante est la différence entre l'état où l'artiste prend le matériau et celui où il le laisse. Une œuvre d'art, c'est l'état dans lequel un artiste a laissé un matériau. Il est intéressant de savoir dans quel état un artiste a pris un matériau et dans quel état il le restitue. Cet autre état, c'est l'œuvre. On pourrait dire, pour Bernard Sèvres, que l'œuvre d'art est l'état intermédiaire d'un matériau, entre état de base et état ruiné. Le brut est une promesse, la ruine est une menace, et l'œuvre vit entre cette promesse et cette menace, dit-il. Deux extrêmes du matériau seraient d'un côté l'objet trouvé et de l'autre la musique produite par synthèse sonore. Ce peut être la pensée du choix de l'artiste qui fait œuvre d'art. Quand l'acte de présentation institue comme œuvre d'art cet objet, c'est l'opération minimale. L'autre extrême serait donc la musique produite à l'aide de sources de données matricielles. L'intégralité du matériau sonore est produite par des machines, consoles, produites pour cette œuvre, et surtout ce matériau n'est pas réemployable ailleurs. Cela est très visible dans des formes contemporaines de production de son, mais c'était déjà le cas avec des formes antérieures moins sophistiquées. Le paradoxe est que, dans ces deux cas extrêmes, il y a identité de l'œuvre et de son matériau. Bernard Sèvres précise que le matériau n'est pas la matière. Il y a des matériaux immatériels, les faits divers, une situation dramatique, un thème musical. Toute œuvre d'art travaille des matériaux, mais pas forcément des matières. Toute œuvre d'art est matériale, terme de Maurice de Gandillac. Des valeurs comme le sacrifice ou l'amour ont un contenu matériel qui ne peut pas être pensé, justifié, pris en compte par le formalisme kantien, selon lui. Certaines seulement sont matérielles. Une chose n'est pas en elle-même un matériau, objet trouvé, thème, etc., même si tout peut en être un aujourd'hui. C'est le choix de l'artiste qui va transformer quelque chose en matériau. Il doit en faire quelque chose d'intéressant, convaincant, émouvant. La décision doit être incarnée dans l'élaboration artistique. Le matériau nous apprend déjà une chose. Pour être travaillé par un artiste, il doit offrir la double qualité de plasticité et de résistance, c'est-à-dire qu'il doit être opérable. Plasticité et résistance sont à comprendre en leur sens physico-chimique. Elles ne sont pas les mêmes selon les types de matériaux. Bernard Sèvres prend l'exemple de la statue en bois et en marbre. Du point de vue de la résistance aux petites bêtes, à l'humidité, à la moisissure, la statue en marbre est beaucoup plus résistante que la statue en bois. Mais celle qui se brisera complètement, c'est la statue en marbre. La plasticité, quant à elle, a aussi une dimension sociale et culturelle. Bien sûr, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec un matériau matériel. Par exemple, on ne peut faire une habitation avec des brouillards. Cela tient à la nature même du matériau considéré. Mais même avec l'immatériel, on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, en utilisant l'image de la Vierge au XIIIe siècle, on peut s'exposer à de graves ennuis. Plasticité et résistance déterminent un espace de possibilités physico-chimiques, matérielles ou idéologiques, matériaux immatériels et matériels d'ailleurs. Cette caractéristique plasticité-résistance entraîne la fragilité de l'œuvre. Cela ouvre à des problématiques de la conservation et de la restauration. Bernard Sèvres soutient que ces dernières concernent aussi les matériaux immatériels, bien que la plupart des gens ne soient pas d'accord avec cette idée, mais ne souhaitent pas s'étendre là-dessus. Technique, corps humain et usage second. Les matériaux font l'objet d'opérations qui impliquent des concepts dérivés. Qui dit opération dit technique, qui peuvent être minimales. Elles impliquent aussi le maniement des outils par le corps humain quand ils sont matériels. Sinon, il faut toujours un relais perceptif, expression de Jean-Marie Schaeffer. La pièce de théâtre doit être écrite quelque part, même si ce n'est que dans le cerveau de l'auteur. Ou encore, même une œuvre immatérielle doit être présentée par affiche. Ces outils sont maniés par le corps humain, qui n'est pas seulement un porteur d'outils, comme dit Simondon, mais un matériau. Enfin, qui dit matériau dit technique, dit corps humain, mais aussi opération et collaboration. On ne travaille pas tout seul. Je travaille toujours avec ce qui n'a pas été fait par moi. Il y a toujours au moins collaboration diachronique qui remonte dans le temps, voire synchronique. Bernard Sèvres évoque ensuite des matériaux d'un statut différent, les usages seconds, qui ne se rattachent donc pas nécessairement au concept de matériaux, en fait, et d'opération. Il s'agit d'utiliser une œuvre d'art qui existe déjà pour une autre œuvre d'art qui n'existe pas encore. Cela arrive souvent. On peut penser à la parodie, au pastiche, au plagiat. Ces usages seconds ne sont peut-être pas logiquement liés à l'idée de matériaux et d'opérations sur le matériau. On peut penser sans contradiction, dit Bernard Sèvres, qu'il y ait un monde dans lequel les œuvres fonctionneraient seulement esthétiquement et où personne n'ait l'idée de s'en servir pour faire autre chose. Ces usages sont peut-être seulement contingents. Le santon est un exemple d'usage second, en ce qu'il s'agit de produire une œuvre poétique exclusivement avec des vers empruntés à un autre poète, sans que ces vers soient modifiés en principe. Ozone, qui vivait au IVe siècle, a écrit un Canto Nuptialis, seulement composé de vers empruntés à Virgile, en transformant les vers qu'il empruntait et collait les uns aux autres. Ces santons ont disparu de la pratique littéraire, mais ils existent toujours au cinéma. Bernard Sèvres cite l'exemple de The Clock de Christian Marclay, qui est composé de morceaux de 2 ou 3 minutes où l'on voit des instruments de mesure du temps, le temps du tour du cadran. Ces usages seconds ont une légitimité considérable, car les artistes sont les premiers à en produire sur leurs propres œuvres. Double pilotage, collaborations et coopérations. Dans la troisième partie de sa conférence, Bernard Sèvres nous apprend que son livre contient 94 thèses et qu'entre 12 et 17 sont récapitulées à la fin de chaque chapitre. Il choisit de terminer son propos avec 3 d'entre elles, d'abord en parlant du corps humain dans les arts de performance. Il parle de double pilotage. Le corps humain en rapport avec les matériaux de l'art est 3 choses. Support d'œuvre, comme un socle, tatouage, boucle d'oreille, souvent en lui-même une œuvre d'art, coiffure, maquillage, et un matériau dans les arts de performance, théâtre, danse, cinéma, mime.
Le double pilotage est le rapport du metteur en scène avec ses actrices et acteurs. C'est le metteur en scène qui considère les artistes qui travaillent avec lui comme des matériaux. Il façonne le matériau humain dans ses gestes, ses postures, à sa façon. Simplement, l'actrice, la cantatrice, est aussi un être humain moral qui n'acceptera pas forcément de faire n'importe quoi. Les acteurs ne sont pas des marionnettes passives qui obéissent mécaniquement aux ordres du metteur en scène. Ils vont interpréter, trouver le geste qui correspond le mieux à la pensée du metteur en scène. C'est donc bien aussi il ou elle qui pilote son jeu. Ce double pilotage, parce que double, fait apparaître la possibilité du ratage, mais surtout du conflit. Cela peut aller vers l'aliénation complète de l'acteur devant les volontés du metteur en scène, à cause de la fascination exercée par le directeur d'acteurs sur les acteurs, ou bien du côté de la révolte. Bernard Sèvres montre bien ainsi que le double pilotage pose des problèmes artistiques, mais aussi moraux. De plus en plus souvent, les actrices et acteurs posent d'ailleurs des limites par contrat. La deuxième thèse est celle de la différence entre collaborations et coopérations. Howard Baker, ancien jazzman, parle énormément de coopération. Véronique Goudinou de collaboration dans œuvrer à plusieurs, regroupements et collaborations entre artistes pour désigner la même chose. Bernard Sèvres croit que l'un et l'autre ont tort. Pour lui, collaboration et coopération ne sont pas identiques. Les différencier permettrait de penser des singularités. La collaboration désignerait tout travail avec autrui qui ne concerne pas l'œuvre dans sa singularité. Tel collaborateur aurait pu être remplacé par tel autre qui a la même compétence. Nous pouvons donner l'exemple de certaines activités artisanales, mais aussi d'un musicien classique dans un orchestre symphonique. La coopération, elle, désignerait tout travail qui concerne la singularité de l'œuvre. Le coopérateur ne peut être remplacé par quelqu'un d'autre sans que l'œuvre ne soit différente. Il y a selon Bernard Sèvres 3 cas à distinguer. Celui des coopérations structurelles qui tiennent à la nature même de l'art considéré. Elles sont par exemple nécessaires en musique, sauf quand le musicien joue lui-même l'œuvre qu'il a écrite et sauf s'il s'agit d'improvisation, mais la musique écrite savante est forcément jouée par quelqu'un d'autre. Il faut des musiciens et un compositeur pour que l'œuvre soit créée, et en cela la musique savante est coopérative, mais elle est collaborative dans le sens où les musiciens d'un orchestre, en tout cas hors soliste, ayant la même compétence, sont remplaçables. Ensuite, selon des coopérations libres qui sont un pur choix des artistes, Bernard Sèvres donne l'exemple de Sequencia 7, œuvre pour hautbois de Luciano Berio. Il s'agit de pièces pour un instrument seul dédiées chacune à un artiste. Il y a alors une vraie coopération entre le compositeur et son interprète, mais doublée d'une coopération libre. C'est aussi le cas par exemple des improvisations collectives, en jazz ou bien les battles de rap. Enfin, le troisième cas est celui des coopérations unilatérales et contraintes, par exemple la mise en musique d'un poème. Jules Renard voulait s'opposer à la mise en musique de ses œuvres par Ravel, alors que Goethe n'en avait rien à faire. Aragon, lui, a toujours approuvé la mise en musique de ses textes et a même écrit là-dessus. Bien qu'il se montrât parfois un peu agacé, il acceptait les modifications avec une générosité remarquable. Il disait qu'au fond, la mise en musique des poèmes était une lecture critique des poèmes. Ainsi, il ratifiait par principe cette activité et devenait donc un coopérateur libre. Enfin, la troisième thèse est que les usages seconds, dit Bernard Sèvres, font la continuité de l'histoire des arts. Je suis convaincue qu'on ne comprend pas bien l'histoire des arts si on ne comprend pas leur ressort dynamique extraordinaire. Cela est beaucoup plus, selon lui, qu'une rupture avec la génération précédente. D'ailleurs, on peut à la fois utiliser ce qu'a fait un autre artiste et entrer en rupture avec. Bernard Sèvres conclut sur 3 idées principales. D'une part, le foisonnement des arts n'est pas un obstacle, mais une condition d'intelligibilité du phénomène artistique. En effet, cela semble logique dans la mesure où l'art n'est pas la technique, qui, elle, vise le progrès et même le commande. Une chaise bancale n'a qu'à être avantageusement remplacée par une chaise stable, alors qu'il n'y aurait aucun sens à remplacer une œuvre par une autre. Vous pourriez choisir indifféremment 2 poèmes pour vous faire penser par exemple à la mort, dit Wittgenstein au paragraphe 9 des leçons sur l'esthétique. Mais supposons que vous ayez lu un de ces poèmes et l'ayez trouvé admirable, pourriez-vous dire « Oh, lisez l'autre, il fera le même effet ?» Comment employons-nous la poésie? Son rôle est-il que l'on puisse formuler à son propos une remarque de ce genre « Voici quelque chose qui est exactement aussi bien que ?» Si je trouve un menuet admirable, je ne peux pas dire « Prenez-en un autre, il fait le même effet ». Qu'entendez-vous par là? Ce n'est pas le même. La singularité essentielle de toute œuvre d'art explique son absence d'obsolescence, et donc la diversité de formes que peut prendre l'art. Quel point commun peut-il y avoir entre une banane scotchée sur un mur et un tableau de De Vinci pour que les deux soient appelés arts? Peut-on se demander aujourd'hui. Mais en réalité, comme dit Bernard Sèvres, ce foisonnement des arts est une condition d'intelligibilité du phénomène artistique, car ne se situant pas dans un régime d'utilité, le progrès n'y a pas de sens, et donc tous les types d'art peuvent coexister sans contradiction et sans échelle de valeur, ce qui n'est pas forcément le cas entre les œuvres elles-mêmes, du moins nous défendrions cette idée, que Bernard Sèvres semble en fait également défendre en parlant de coefficient d'artisticité et de joueurs de tennis plus grands que d'autres. D'autre part, l'un des traits les plus marquants des arts contemporains n'est pas la rupture avec les conventions passées, mais la multiplication des types d'art et non des œuvres. Faut-il continuer à appeler musique ce qui ne peut qu'être diffusé par haut-parleur, se demande-t-il. Les opérations et matériaux nouveaux amènent à se poser ce genre de questions. Enfin, ma démarche, dit-il, m'autorise à rapprocher les arts de façon inattendue. Il n'y a pas, selon lui, de système des arts possible, car les critères seraient forcément limités. Les arts peuvent se rapprocher sous un critère et être tout à fait distincts sous un autre critère.
Il termine alors sur une liste non exhaustive de rapprochements possibles entre plusieurs arts. La fragilité rapproche les battles de rap et les ballets classiques. Cela dure peu, disparaît, et on n'y fera jamais deux fois la même chose. Le corps collectif rapproche la procession du Saint-Sacrement et la Gay Pride. L'art du montage, le cinéma et la mosaïque. Mais les battles sont aussi des compétitions, comme d'autres arts. La procession se rapproche aussi de la statue en fer martelé par la signification religieuse. Le cinéma et les albums de rock par l'enregistrement qui y est constitutif. Le jeu de ficelle et les sculptures de land art par le fait qu'il s'agit d'œuvres éphémères.